Le bilan du pôle réseau, il est très très bon cette année, puisqu'on a aujourd'hui 100 personnes, 100 propriétaires, chasseurs, agriculteurs, qui nous ont donné un avis favorable par rapport à notre démarche, et on couvre plus de 900 hectares dans le département de Seine-Maritime. À la satisfaction de l'ensemble des participants, des volontaires qui ont adhéré au projet, notamment dans le Pays de Bray, avec des restaurations de tourbières. Quels sont les principaux secteurs sur lesquels vous avez travaillé ? Aujourd'hui, au pôle réseau, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la vallée de la Durdan, les boucles de Seine-Aval, les gabions sur les boucles de Seine-Aval. Et puis là, depuis cette année, on a vraiment mis le paquet sur le territoire du Pays de Bray, qui regroupe beaucoup de zones humides qui sont méconnues, et qui écologiquement présentent un état de conservation excellent, quoi. Dans la démarche de valorisation des zones humides chassées, on avait répondu à quelques sollicitations avec des projets d'envergure comme les tourbières, mais on n'avait pas fait d'information, de sensibilisation à l'égard des propriétaires de gabions. Et cette année, on a véritablement souhaité corriger le tir, si on peut dire, en allant à la rencontre de ces propriétaires de gabions répartis au fond de la boutonnière. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un diagnostic territorial ? Les diagnostics territoriaux, ils ont pour but de connaître la biodiversité des zones humides. Donc c'est-à-dire qu'on fait des inventaires du patrimoine floristique, mais aussi faunistique, en vue de déterminer les atouts, les contraintes d'un site et définir des préconisations qui vont soit permettre de maintenir le site dans un bon état de conservation, soit de le restaurer dans un état satisfaisant. Vous savez qu'en ce moment, on subit fortement ce qu'on appelle le chasse-bashing. Oh, on ne parle pas de ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non, je ne veux pas entendre parler de chasse-bashing. Je n'en connais pas le sens. Pour autant, aujourd'hui, les chasseurs sont de plus en plus attaqués par les opposants. Qu'est-ce que serait la basse vallée de la Durdan s'il n'y avait pas une activité de chasse ? S'il n'y avait pas la chasse qui a aidé à conserver les biotopes tels qu'ils sont aujourd'hui, avec la biodiversité qu'on y connaît, qu'on y reconnaît, et qu'on a démontré par le biais d'études scientifiques de qualité, puisque quand même l'Université de Rouen a participé à ces études sur la faune, la flore, et l'hydrologie en particulier, ce serait aujourd'hui probablement des champs de maïs ou des champs de légumes comme ceux qui existent à proximité immédiate à Palluel et à Vitefleur. Aujourd'hui, la basse vallée de la Durdan est restée une zone humide, probablement en grande partie grâce aux chasseurs. J'ai entendu parler qu'on allait avoir un travail en commun avec le SBV, le syndicat de bassin versant de la Durdan et la Fédération des chasseurs. Expliquez-nous un peu ce que c'est que ce partenariat. La vocation première du partenariat avec le syndicat bassin versant de la Durdan, c'est une délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réaliser des travaux tant sur les mares que sur les berges de la Durdan, sur le secteur de la basse vallée, réglementairement, c'est le syndicat de bassin versant, qui est une collectivité, qui avait la compétence par rapport à ça. Et dans le cadre de la convention, on s'est accordé sur le fait que le syndicat déléguer la totale maîtrise d'ouvrage à la fédération pour réaliser ces travaux-là. Ceci nous permet finalement de coordonner nos actions tant sur les plans techniques, réglementaires et éventuellement financiers. Dans le secteur du Pays de Bray, on travaille jusqu'alors beaucoup avec le pôle territorial et rural du Pays de Bray, qui est en fait une structure de pays, qui est aussi l'opérateur du site Natura 2000. Jusqu'alors, il n'y a pas de convention, mais on a pour projet d'établir ça là très prochainement. Le jeu des partenariats, c'est avant tout pouvoir se regrouper, rendre notre action plus efficace et plus cohérente à l'échelle des territoires. Et c'est aussi avant tout ce que recherche l'agence de l'eau qui finance les différentes structures aujourd'hui. L'idée, on a un tronc commun, on travaille ensemble et on essaye d'être cohérents les uns par rapport aux autres. Toutes nos actions tendant à travailler la biodiversité, à améliorer les biotopes, sont des actions dont on pourrait dire qu'elles ne sont pas celles
qu'on attend des chasseurs. Mais bien au contraire, nous avons compris depuis longtemps que nous n'avons pas scié la branche sur laquelle nous sommes assis. Il faut travailler à l'environnement, il faut travailler aux aménagements. En réalité, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Pour peu que nos partenaires, je pense aux gens du ministère de l'Environnement, je pense à toutes les organisations non gouvernementales, cherchent à nous comprendre plutôt qu'à nous opposer. Il faudrait qu'un jour, ces gens-là regardent un petit peu avec sérieux et objectivité toutes les actions que produisent les chasseurs. Ainsi, on pourrait travailler la main dans la main avec eux, ce qui pour aujourd'hui est encore un rêve, une gageure, mais qui devrait devenir une réalité dans les années qui viennent. Je le souhaite, sans y croire trop. Qu'est-ce qu'une ORE ? Les obligations réelles environnementales, qu'on appelle plus couramment les ORE, sont en fait un nouveau dispositif de protection de l'environnement. C'est tout récent. Elles ont pour but en fait d'établir des contrats entre un propriétaire privé et ce qu'on appelle le co-contractant, et son contrat en fait liste une série d'engagements qui vont permettre de protéger durablement et efficacement l'environnement. En fait, c'est une protection foncière. On prend un certain nombre d'engagements sur les territoires pour préserver une zone humide, un bois, une prairie. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a à y gagner là-dedans ? Le propriétaire peut, au travers des ORE, assurer une gestion durable de son territoire et sur le long terme. Vous, par exemple, Dominique Bénard, vous êtes propriétaire d'une zone humide dans la basse vallée de la Durdan. Qu'est-ce que vous auriez à gagner à adhérer à ces ORE ? En effet, dans la basse vallée de la Durdan, nous sommes organisés en association. Une association de chasseurs, même si les termes de l'association, le nom de l'association ne reprend pas le terme de chasseur, mais le terme d'utilisateur. Soyons clairs, en cas de transaction, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des organismes tels que le Conservatoire du littoral qui ont le droit de préemption et le droit donc d'acquérir nos terrains privés, ceux qu'on a entretenus, ceux qu'on a conservés en bon état au niveau de la biodiversité. Et il était un peu gros que ce soit l'État en définitive, puisque le Conservatoire du littoral, c'est l'État, c'est un établissement public d'ailleurs. Il était un petit peu gros que cet établissement puisse acquérir nos biens sans qu'on puisse les transmettre à qui bon nous semble. Ça figure dans nos objectifs de l'association, le maintien de la propriété privée, le maintien et la défense de la propriété privée. Aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec le Conservatoire du littoral, et nous espérons bien qu'au travers des ORE, nous obtiendrons satisfaction, à savoir le renoncement par le Conservatoire du littoral d'acquérir des parcelles qui seraient mises en vente. Et ce serait une belle victoire, et ce serait une récompense en même temps pour des gens qui ont œuvré à la biodiversité depuis des décennies. Quelles sont tes principales missions et qu'est-ce que tu as pu avoir comme résultat en 2019 ? Les principales missions, c'est donc de la réalisation d'inventaire et de suivi de population à l'échelle du département, effectivement sur les migrateurs terrestres d'une part, et aussi une grosse partie du travail consacrée aux oiseaux d'eau. Donc ces types de suivi sont réalisés de différentes manières. On suit donc les populations au moment de la nidification et de la reproduction. On cherche à évaluer le succès de la reproduction pour l'ensemble des espèces que l'on peut rencontrer sur le terrain.
Et dans un deuxième temps, en automne-hiver cette fois-ci, il s'agit de mesurer le flux, l'intensité de la migration, aussi bien chez les oiseaux d'eau que chez les migrateurs terrestres, pour voir ce qui peut franchir notre département en migration en termes de quantité, et aussi évaluer a posteriori de la reproduction comment ça a pu se passer. C'est un indicateur également, voir si on a beaucoup d'oiseaux en migration. Particulièrement le suivi des migrateurs terrestres, c'est des comptages qui se réalisent sur une durée d'1 mois, ou grosso modo de mi-octobre à mi-novembre. Et donc on va compter à fréquence de 3 fois par semaine, sur des matinées pleines, l'ensemble des oiseaux qui vont franchir notre site de comptage qui se trouve à Antifère pour la Seine-Maritime. Et donc c'est du comptage toute espèce, hein. On dénombre tout ce qui passe dans un rayon quand même relativement proche de notre poste fixe établi pour le comptage, avec en moyenne de 2 à 300 000 oiseaux comptés chaque année sur cette petite frange littorale suivie en Antifère. En une quinzaine de matinées, on peut voir 300 000 oiseaux, de toute espèce. C'est ça, de toute espèce, en particulier les tourneaux sansonnets pour les espèces chassables, hein, quand même, en Seine-Maritime. Et après, pour les espèces non chassables, ça sera le pinson des arbres le plus dominant. Après, tout ce qui s'ensuit, une vraie abondance de tarin des aulnes, en particulier en 2019, remarquée pendant les suivis. Et après, on suit pour les espèces chassables, toutes les grives, etc., limicoles terrestres qui peuvent franchir le secteur, comme les vanneaux, etc. Et ça situe la Seine-Maritime à quel niveau, au niveau national? C'est vraiment un point important, ou on est noyé dans le flux des sites de comptage? Non, on est vraiment dans la tête de liste, hein, la Seine-Maritime, et donc c'est vraiment un point important qu'il faut suivre dans le cadre d'ISNEA pour avoir vraiment une idée de la tendance pour toutes ces espèces-là. Le site cénomarin d'Antifère sort du lot pour le réseau ISNEA. L'hiver 2019-2020, au niveau de la bécasse, c'était plutôt moyen, bon, mauvais? Alors, une chose est sûre, c'est que les conditions de reproduction sur les sites de nidification en Russie, hein, pour parler du site de reproduction principal, étaient bonnes en 2019, avec plutôt une météo clémente, quelques intempéries pour continuer d'humidifier le sol dans ces secteurs-là. Et donc, a priori aussi, une belle proportion de mâles à la croule sur les suivis réalisés sur place là-bas. Donc, les indicateurs étaient plutôt au vert. Donc, on a remarqué quand même plutôt une belle présence de bécasses dès le mois de novembre. Hein, ça a un petit peu tardé à arriver. Il a fallu attendre les premières descentes de température sur l'est de l'Europe. Et ensuite, on a remarqué quand même que beaucoup de bécasses avaient tendance quand même à rester le long du flux migratoire, pas forcément aller jusqu'au terminus, en tout cas jusqu'au mois de janvier, dans la mesure où le froid a été trop peu prononcé, et il y a eu plutôt un mois de décembre très clément. Et donc des bécasses qui n'allaient pas forcément jusqu'au terminus migratoire sur la frange atlantique ou vers la Bretagne, et des oiseaux qui restent davantage en retrait, peut-être les premiers effets et conséquences du réchauffement climatique. L'automne sec que l'on a pu vivre cette année, pour les bécassines, ça devait pas être terrible quand même. C'est pas la première année, ça fait quand même quelques années là qu'on subit très mauvaises conditions hydriques sorties d'été et à l'automne. On a vraiment des marais relativement peu accueillants, très très secs, trop secs d'ailleurs, qui fait que les bécassines sont bien là, passent en migration. Hein, les suivis GPS Argos le montrent, hein, les oiseaux passent, mais ne restent pas chez nous évidemment, plus grand regret des chasseurs.
effectivement, ça a de grosses conséquences sur la saison de chasse dans la mesure où pas d'habitat favorable, pas de bécassines, quoi. Les bécassines continuent leur trajet jusqu'à trouver des zones accueillantes pour pouvoir s'alimenter et commencer à passer l'hiver.